Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi ou chaque dimanche ou chaque mercredi selon l'heure à laquelle vous décidez de suivre mon émission sur le plateau Les Jeunes en parlent. Notre émission à nous, l'émission Fun, où nous discutons des sujets d'actualité tout en gardant notre mood de jeunes comme nous sommes. Et comme vous le savez tous, c'est un plateau jeune. Et aujourd'hui aussi, nous sommes venus discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur avec mes pairs jeunes. Le cyberharcèlement commence le plus souvent par un simple message, mais ces blessures demeurent et peuvent durer toute une vie. Alors, comment aujourd'hui, à votre niveau, là où vous êtes actuellement, vous pourrez contribuer à dire stop à la violence digitale? C'est de ça que nous allons discuter pendant les minutes qui suivent, juste après ce jingle. Rebonjour, rebonsoir et merci de rester fidèle à votre chaîne santé, la chaîne SOS Docteur TV. Comme nous l'avons dit, nous allons parler aujourd'hui de la violence digitale. Je suis donc avec des experts en la matière. Ils sont juristes ou ILS. Parce que parmi également mes invités, il y a une activiste qui est engagée dans la défense des droits de la femme. Des femmes, des filles. Donc elle est venue me dire pourquoi il y a elle et que j'ai dit il, je ne sais pas, mais bon. Il et elles sont juristes et également sont des personnes qui sont engagées, qui sont formées, qui sont outillées sur la thématique. Nous accueillons Madame Belou Esli Lotier. Elle est donc juriste et comme je le disais tantôt, c'est une femme qui est engagée. Elle défend donc le droit des femmes, des filles au Togo, en Afrique et de par le monde. Bonjour Madame Esli. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Je vais bien, ça merci. Va bien. Merci beaucoup, je vais super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et nous sommes également avec le il s'appelle Ulrich Messan Gafon Akovi. Waouh! Tout d'année. Pourquoi la question? C'est le nom, non? Presque. Ça, moi, c'est... Vous aimez avoir les noms compliqués. Les noms avec tiret, mais ça, c'est à coller. Lawson a laté. Oh, maman. Papa a donné, maman a donné. Voilà. On va dire moi, ça. Quand même, vous respectez le genre, c'est une bonne chose. Alors, il est également juriste et il est actuellement en master du droit numérique et de la protection des données. Merci beaucoup, Ulrich, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous voulons passer des questions de violence digitale. Et c'est une thématique qui vous parle personnellement. Exactement. Il faut dire que la question, elle est d'actualité. Aujourd'hui, l'Internet est venu quand même bousculer notre conception des choses. Donc, les violences se sont dématérialisées dans une certaine mesure. Donc, il y a effectivement intérêt à porter sur le sujet. La question que je me pose, lorsqu'on parle des questions du droit, il y a le droit public, il y a le droit privé. Il y a des endroits où moi je me dis quand même qu'il y a beaucoup plus d'argent là-bas. Pourquoi être intéressé sur des questions du droit numérique ou la protection des données? À moins qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, faut me dire aussi. Argent, est-ce que l'argent, il n'y a que l'argent qui fait le droit? Bon, ces questions de droit public et de droit privé, arrivé à un moment, je pense qu'on les laisse. Le droit du numérique est réellement au centre entre le droit privé et le droit public. Et c'est par intérêt, par passion, mais également par envie de gagner de l'argent, comme vous le dites. Je comprends maintenant. Parce que c'était une femme, j'allais me dire que bon, voilà quoi. Elle est engagée, j'allais comprendre. Maintenant, les hommes, c'est suspect. Donc, on dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. On va dire, plus ou moins. Ok, super. Alors, pour vous, qui êtes engagé sur des questions de défense des droits des femmes, est-ce que lorsqu'on parle de la violence digitale, est-ce que vous voyez directement les femmes ou c'est quelque chose qui peut toucher à la fois les femmes et les hommes? D'accord. Pour être honnête, lorsqu'on parle de violence digitale, ça touche tant les femmes que les hommes. Et je n'aime pas tout le temps spécialiser ou spécifier la violence digitale en disant qu'il n'y a que les femmes qui le subissent. Il y a les enfants, les jeunes, toute personne du moment où est avec un outil numérique est exposée à une violence digitale. Donc, il n'y a pas que les femmes, il y a également les hommes, les jeunes, les adolescents et tout. Mais pourquoi le plus souvent on pense que ce sont des femmes qui sont beaucoup plus victimes? Parce qu'elles sont le plus exposées. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, notamment sur la plateforme TikTok, autant pour moi, lorsque une femme a ce courage-là de s'affirmer, de s'assumer, tout de suite, dans les commentaires, tout de suite, quand tu vois la vidéo, il n'y a aucun problème. Mais quand tu rentres dans les commentaires, tu verras, elle se prend pour qui, elle parle trop, va à la cuisine, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, puisque les femmes ont décidé de s'assumer,
il y a des rafales de violence qui s'y accompagnent. Et c'est très triste. C'est très triste. Alors, lorsque nous voulons parler de la violence digitale, qu'est-ce que nous voulons dire exactement? D'accord. On va l'expliquer simplement. Lorsqu'on parle de violence, on va tout simplement penser à quelque chose qui vient en quelque sorte porter atteinte à votre bien-être, à votre dignité, n'est-ce pas? Les violences existaient depuis, comme je l'ai dit dès le départ, mais avec Internet notamment, on observe un double phénomène. D'abord, une amplification des violences qui existaient auparavant, et ensuite, on constate également qu'il se crée de nouveaux types de violences. À partir de ce moment, il faut réellement pouvoir réfléchir sur la question et encadrer mieux les choses. Donc, globalement, c'est ça. Donc, pour résumer, c'est lorsqu'une personne est victime d'un mauvais traitement lorsqu'il utilise son téléphone. Globalement, oui. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y a quand même il y a plusieurs formes. Donc, quelles peuvent être peut-être les différentes formes, les différents types de violences qui peuvent exister en ligne? On a parlé du cyberharcèlement, effectivement. C'est l'un des phénomènes qui est récurrent sur Internet, le cyberharcèlement, l'harcèlement, qui est venu en quelque sorte se transposer en ligne. On a des nouveaux phénomènes, qu'on parle de sextorsion, par exemple, le fait de faire un chantage en termes d'images intimes. Il y a énormément, la liste n'est pas exhaustive, il y en a plein. Si on veut commencer à citer, ça va faire très long. Je pense qu'on aura l'occasion de les relever au cours. D'accord. Et parmi ces formes, qu'est-ce que vous avez remarqué personnellement qui prédomine lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, etc.? Les injures, les insultes, les menaces, ça part très vite. Tout de suite, les gens ont cette facilité d'insulter leurs prochains en ligne, allumer une caméra durant, disons, 2 minutes, ce sont que des insultes. De la première seconde jusqu'à la dernière, il n'y a que des insultes. Donc c'est très facile aujourd'hui pour des personnes d'allumer leur caméra, de prendre une personne lambda parce qu'elle a dit quelque chose qui ne leur plaît pas et maintenant commencer par insulter ces personnes. Ça va très vite, les insultes, les injures et les menaces. Et comment on pourrait expliquer cette capacité? Et ça, juste dire que ce sont des personnes qui naturellement dans la vraie vie aussi ont l'injure facile? Ou peut-être c'est juste le fait de savoir que là, personne ne me voit, je suis derrière mon smartphone, on ne peut pas savoir que c'est moi, que peut-être cette aptitude-là, si on peut l'appeler comme ça, vient. Je dis souvent que pour ce qui concerne les injures en ligne, le mal est très profond. Parce que l'humain perd de plus en plus son humanité, son empathie, sa compassion vers les autres. Et je dis souvent que la danse du fou fait rire lorsque le fou n'est pas de votre famille. Absolument. Donc tout de suite, ok, je t'insulte, je te dis des trucs qui ne sont pas très jolis à entendre. Je ne mesure pas tout de suite l'impact que ça peut avoir sur toi. Lorsque je te donne des coups, par exemple, d'orgasme, tout de suite, on peut voir un peu les rougeurs, les bleus. Mais la violence que l'on porte sur l'autre personne à travers les injures, on ne voit pas tout de suite l'impact. Donc, d'abord, les personnes perdent de plus en plus leur humanité. Ils n'ont pas de l'empathie, pas d'intelligence émotionnelle. Et également, parce qu'on se dit, bon, les contenus où on insulte sont plus viraux, donc tout le monde s'adonne. Tout de suite, quand tu fais une vidéo instructive, à peine tu auras 100 vues. Mais tu fais une vidéo où tu insultes ton prochain, oh, ça part. Et puis l'algorithme également, on nourrit ça. Donc les gens se disent, bon, pour avoir un peu de visibilité, je vais insulter mon prochain. Et c'est très triste d'en arriver là, pour des vues, pour des likes, insulter son prochain. Waouh. Je veux même revenir là-dessus, et là on va se tourner vers la personne qui se spécialise là-dessus. Elle a dit une phrase très importante, c'est que l'algorithme se nourrit de cela. Et on a un peu l'impression que ce sont ce que Facebook, TikTok, Instagram nous proposent. Les vidéos peut-être qui font polémique, etc. Et ça veut dire que c'est comme ça qu'ils sont conçus pour pouvoir alimenter ces buzz. Ok. Eh bien, pour l'expliquer, on va dire que l'algorithme met en avant effectivement les contenus qui suscitent des réactions. C'est ça en quelque sorte ce qu'il faut comprendre. Pas forcément qui met en avant ce qui est mauvais, c'est pas ça. Mais ce qui suscite des commentaires, des likes et tout ce qui va avec. Et vous savez que chez l'humain, ce qui suscite beaucoup d'émotions, c'est ce qui suscite des réactions. Et notamment, ces contenus violents suscitent de l'émotion, suscitent des réactions et par conséquent, l'algorithme les met en avant. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a ce cadre-là qui se met en place et qui permet à ce qu'il y ait des signalements et que les plateformes également puissent se rendre compte lorsque ça dépasse un certain seuil, le contenu n'est pas en quelque sorte licite, de pouvoir enlever ces contenus. Donc, dans une certaine mesure, on ne va pas dire que l'algorithme met en avant ce qui est mauvais, mais met en avant ce qui suscite de la réaction. Donc, ce n'est pas peut-être possible pour ces plateformes-là de
de lire le contenu, de savoir si c'est mauvais et de le supprimer de soi? C'est compliqué. Les plateformes traitent un contenu, plein de données, on va le dire ainsi, plein de données. Donc souvent, ce qui se fait, c'est qu'on attend de ceux-là qui sont utilisateurs des plateformes de pouvoir signaler, de pouvoir dénoncer. Et les plateformes ont une obligation de pouvoir enlever ces contenus. D'accord. Et il y a également l'autre chose, hein, c'est qu'au-delà de la personne qui injure, ce sont nous, les commentateurs, qui viennent aussi. Et j'ai un peu l'impression que ce sont les contenus qui intéressent. Alors, comment ça se fait que la souffrance d'autrui, le fait qu'on dénigre, qu'on insulte des personnes, puisse être une source de divertissement pour les autres utilisateurs? J'avoue que c'est compliqué à trouver des explications à ce genre de traitement ou de réaction. Mais comme je viens de le dire auparavant, la souffrance de l'autre devient un divertissement lorsqu'on se dit, bon, l'autre l'a fait, il n'y a rien eu. Il a plutôt eu des acclamations des personnes qui l'encouragent. Oui, vas-y, c'est toi le boss. Oui, 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 oui. 2 personnes n'ont fait rien. 3 personnes, rien. OK. Donc, peut-être que la souffrance de l'autre, c'est un divertissement en fin de compte. Et donc, vu qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes l'ont fait, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de sanctions, tout de suite, tout le monde s'y mêle. Et ça prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, il y a le contenu des personnes qui le font, qui ne sont pas sanctionnées, qui est d'abord là. Et ensuite, comme je l'ai mentionné plus tôt, la perte d'empathie, la perte d'humanité. Les personnes, bon, l'humain n'a plus véritablement de valeur aux yeux de son prochain. Donc, bon, ça me fait pas mal. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un truc visible qu'on peut mesurer. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, pour eux, bon, ça fait rire, quoi. Et la question que l'on se pose, est-ce que tout le monde, genre, dans tout le monde, dans sa globalité, peut être victime de cyberharcèlement, ou est-ce qu'il faut y avoir un profil typique? Parce que je me dis, ma maman, elle utilise les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que pour le moment, elle soit déjà victime peut-être d'un cyberharcèlement. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas reçu de plainte. Et là, je me dis, est-ce qu'il faut peut-être être connu? Est-ce qu'il faut être une personnalité? Est-ce que peut-être si je ne veux pas être victime de cette violence digitale-là, il faut peut-être juste que je reste dans ma zone de confort? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose avant de pouvoir être victime? Je dirais que du moment où on a un smartphone, on a de la connexion, on peut être victime de cyberharcèlement tout simplement. Maintenant, il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'avoir ce type de cyberharcèlement que d'autres. Mais je dis que tout le monde, du moment où vous avez un smartphone, une connexion Internet, vous pouvez être sujet à un cyberharcèlement. Maintenant, les activistes, par exemple, qui prennent de la parole sur des sujets assez sensibles, sont plus exposés parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas tout le temps, les gens ne veulent pas écouter ça, mais quand ils le font, ou bien quand ils le font, oh, elles sont plus exposées. Donc, je dirais que tout le monde est quand même un peu subi des harcèlements, mais il y a des catégories de personnes qui sont plus exposées à ce type d'harcèlement. On va revenir bien évidemment sur le cas des activistes, mais est-ce que les hommes aussi sont victimes de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux? La question est bienvenue. Eh bien, comme on l'a dit, tout le monde peut être victime. Effectivement, les hommes également sont victimes. De la part des femmes? C'est possible. Et de la part d'hommes également. Oui, c'est possible, c'est totalement possible. Maintenant, il faut avouer que la question des groupes vulnérables dont qu'on connaît effectivement en matière de droits de l'homme apparaît également ici. Comme l'a dit, les femmes, les filles, les enfants également, qui est une question importante. Donc, effectivement, il y a des groupes vulnérables, mais tout le monde peut être victime. Et là, la question également des activistes se pose, parce qu'on a un peu l'impression, bon, je me dis peut-être c'est parce que nous sommes dans le mois de mars et que voilà, c'était un mois qui a fait aussi parler beaucoup plus d'activistes. Est-ce que vous êtes peut-être outillés à cela? Est-ce que vous êtes préparés en sachant que le post là que j'ai fait va entraîner des conséquences derrière? Ou est-ce que vous êtes surprise lorsque vous êtes attaqué de tout? Non, surprise, non. Il faut, quand on est activiste ou quand on décide de défendre une cause noble, il faut toujours s'attendre à des personnes qui ne sont pas très contentes. Et on est certes informé, mais pas toujours préparé pour recevoir cette vague de haine-là. C'est un peu comme vous êtes à la mer, une vague vient comme ça, vous n'êtes pas préparé, vous ne vous êtes pas couvert. Donc certes, on est informé, mais pas toujours préparé, pas toujours capable d'avoir toute cette haine. Parce qu'après tout, nous sommes humains. Nous avons quoi, une chair, du sang, on n'a pas que des câbles, on n'a pas de câbles dans le corps humain, on n'est pas des robots après tout. Donc nous sommes des humains. Les propos haineux des gens peuvent nous affecter, nous les activistes. Et je crois qu'il est important que les autres sachent que quand quelqu'un dit un truc,
qui ne te convient pas ou dont tu n'es pas forcément d'accord, ok, écoute la personne, accepte son point de vue et maintenant apporte ton point de vue sans pour autant blesser la personne. Mais c'est ce que les gens ne savent pas faire. Pour eux, quand une parole ne va pas dans leur sens, automatiquement, il faut insulter la personne, dire non, toi tu n'es pas intelligent, toi tu ne penses pas bien. Mais qui dit que c'est toi ton point de vue qui est vrai? Donc les gens pensent qu'ils ont la science infuse aussi. C'est un peu ça aussi. Et là, est-ce que les conséquences du cyberharcèlement sont aussi, peut-être, elle a dit, hein, c'est pas visible, mais est-ce que c'est assez grave comme le fait que peut-être tu sois battu, tu sois agressé dehors lorsqu'on veut parler des violences physiques? Est-ce qu'on peut avoir aussi des conséquences assez remarquables dans la vie d'une personne qui est victime? Effectivement, là, on touche à des questions de psychologie. Effectivement, la violence peut être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique. Mais au niveau du cyberharcèlement, le constat, c'est que la violence, elle est beaucoup plus psychologique. Est-ce que ce n'est pas un danger? Peut-être, parce qu'on ne voit pas la souffrance de la personne. La souffrance est invisible. Et là, c'est dangereux, parce que souvent, les victimes ont peur d'en parler. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre en place le cadre qu'il faut pour écouter les gens. Parce que les gens souffrent énormément, ça tombe dans des dépressions, dans des, je sais pas, perte d'estime de soi, plein de mots psychologiques qui font que les personnes perdent des fois goût à la vie. Ça peut arriver jusque-là. Donc effectivement, le fait que les violences soient invisibles peut constituer un danger particulier de ce mal cyber. Mais est-ce que c'est grave? C'est grave au point où, je ne sais pas, un peu comme la violence physique, on essaie que la personne soit hospitalisée, peut-être bénéficie des soins médicaux. Ou est-ce que c'est juste le fait que la personne reste dans son coin, pleure, se relève et puis se connecte encore? Tu sais, tout ce qui est psychologique est banalisé. Ça, c'est un fait. Tout ce qui est psychologique est banalisé. Mais mettons dans la posture d'une personne qui subit du cyberharcèlement. Cette personne, dans son coin, rumine ses propos, se dit non, je suis telle, je suis telle, je suis telle. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a vu ses nudes publiées, par exemple. Je ne sais pas si on arrive à voir la gravité de la chose sur la personne. La personne est dans son coin, rumine tout le temps les propos que les gens ont eu à dire, se dit non, je me sens sale, je suis telle, je suis telle. Intellectuellement, c'est fatigant. Tout le temps se ruminer des mauvaises paroles des personnes. C'est fatigant et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pesant également. C'est pesant et c'est autant douloureux qu'une douleur physique. Mais ça, c'est psychologique. Un truc interne, tu as mal dans ton fort intérieur. C'est lourd, hein? C'est lourd. Et je crois que si les personnes arrivaient à sentir ça, ou l'ont une fois vécu, il n'y aurait plus ça. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de vivre ça pour comprendre l'autre. Et aussi, il y a également la culpabilité, hein, le fait qu'on se demande, est-ce que j'aurais dû publier ça? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et tout ça, là, ça fait que, bon, je pense qu'on vient même de le dire, finalement, aussi, l'absence de cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à accompagner ces victimes pour qu'on puisse savoir à quel point ça fait mal, les besoins ou peut-être ce dont ils ont besoin vraiment pour pouvoir guérir et passer à autre chose. Ce sont également les choses que nous aurons l'opportunité de discuter tout au long de cette émission. Mais vous l'avez dit, hein, on veut revenir là-dessus, que la plupart des victimes n'en parlent pas. Et la question, c'est pourquoi? Étant donné qu'à la différence du viol, peut-être qu'il se passe dans une scène où personne ne voit, c'est déjà visible, tout le monde l'a vu. Maintenant, en quoi c'est tellement difficile d'aller peut-être se plaindre auprès des autorités judiciaires pour avoir gain de cause? Vu que là, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans une salle et que tu n'as pas envie qu'on sache. Là, c'est déjà public, tout le monde l'a déjà vu. Pourquoi ils ont peur alors d'en parler? D'accord. Je vais revenir sur le fait que vous ayez posé une question. La question était, est-ce que c'est aussi grave que les violences physiques? Et cette question, elle peut paraître banale, mais elle relate en quelque sorte beaucoup comment est-ce que notre société conçoit la chose. Donc, pour beaucoup, bon, un message, un contenu, bon, il y a quoi? Tu fais trop genre. Mais c'est pas ça. Effectivement, Esli l'a dit, il y a une torture psychologique qui va avec. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut relever. Maintenant, secondo, ce n'est pas systématique
que la violence se fasse devant tous. Ok. Par exemple, il y a des canaux, les gens peuvent créer un, je sais pas, ça peut se faire en inbox, Oui. ce type d'harcèlement. Ok, oui, Il n'y a pas que ce qui se fait devant tous. Donc, pour celui-là qui subit quelque chose en interne, ça peut toucher à un point intime qu'elle ne voudrait pas révéler, même que ce soit à ses parents, à ses amis. Donc, ça également, ça contribue à ce que la personne veuille se taire. Ensuite, on va avec le cas où ça se fait, comment dire, devant tout le monde. tous les utilisateurs. Oui, à mon sens, lorsqu'on se met dans la peau d'une victime, même quand ça se fait devant tous, au contraire, maintenant on a honte. On a honte maintenant d'agir. Et là, on tombe dans un tohu-bohu psychologique qui fait que, bon, on est là, on subit, oui, on se met sous la pression. Et à partir de ce moment, il faut trouver le courage de se faire aider. Permets-moi de rebondir. Il a parlé de la honte. C'est réel. Parce que de ce que moi j'ai pu remarquer, sur TikTok notamment, quand une personne subit des diffamations, cette personne prend une convocation et tout le monde sur la toile apprend que tel a pris une convocation. C'est plutôt la réaction de la victime qui cause problème. On ne voit pas le problème du bourreau, mais on voit plutôt la réaction de la victime qui est âgée. On dit, oh bon, toute petite chose là, tu es parti prendre une convocation. Bon, et puis ça décourage les autres. Les autres vont dire que, oh, si je m'en vais me plaindre auprès des autorités compétentes, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que moi aussi, je ne suis pas aussi trop fragile, hypersensible? Donc tout de suite, il y a tout ce raisonnement-là. Du moment où on se demande si on n'en fait pas de trop, c'est fini, on tombe dans un cercle de culpabilité, honte, et on n'agit pas. Voilà, parce qu'on a peut-être, on se dit, l'autre, qu'est-ce que l'autre a reçu? Et maintenant, la question aussi que l'on se pose est, finalement, qui réagit comme ça? Est-ce que c'est la population qui est victime? Parce que vous l'avez dit dans un de vos développements que, voilà, lorsque cela nous arrive, on comprend mieux. Et si on suppose que tout le monde qui utilise ces smartphones a déjà eu la malchance d'avoir été victime, je voulais dire opportunité, mais non, c'est pas une opportunité, Pas du tout. a déjà eu peut-être cette malchance-là d'être victime. Et qu'il y a une victime qui a le courage d'aller porter plainte. Normalement, on devait comprendre, on devait se dire que voilà. Maintenant, pourquoi on revient encore la critiquer? Est-ce à dire que ces personnes-là n'ont pas été victimes? Et cela peut-être contredire le fait que tout le monde est victime sur les réseaux sociaux. Ou est-ce à dire qu'elles n'ont pas vécu cela au point où cela a laissé des marques assez profondes? Si une victime part se plaindre ou bien part saisir les autorités compétentes et qu'il y a une réaction négative derrière, dites-vous que tout part dans l'éducation. Tout part de l'éducation. Parce que on nous a appris que quand on te tape, rends le coup. C'est connu, hein? Quand on te tape, tu reviens, tu pleures, on te dit pourquoi tu ne l'as pas tapé en retour. Maintenant, moi, on me tape. Quand maintenant, moi, je veux répliquer maintenant, on dit non, c'est toi qui en fais de trop. Donc, les gens ne comprennent pas. Tout part de là. Hein. En fait, c'est tout le problème. Les gens ne comprennent pas. Et dans la psychologie des gens, quand on te fait du mal, tu dois te taire. Tu ne dois pas parler. Bon, peut-être aller voir la personne en aparté, parler et tout. Mais lorsque tu vas trop loin là, on te dit non, tu en fais de trop. Donc, moi, je dis que tout part de la compréhension. Les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on te gifle, il faut tendre la deuxième jour. Il faut retourner pour qu'on te harcèle encore. Et peut-être prochainement, tu auras peur d'utiliser les réseaux sociaux. Et là, lorsqu'on parle des questions d'éducation, je me pose alors la question, à qui la faute? Est-ce que ce sont les parents qui n'ont pas bien éduqué les enfants pour que ces enfants soient polis sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les concepteurs de ces plateformes qui ne sont pas arrivés à mettre aussi une politique de sauvegarde et de protection des utilisateurs? Est-ce que c'est la faute des utilisateurs? C'est la faute de l'État peut-être qui ne sanctionne pas assez? C'est la faute de qui? La question est bienvenue. Il me semble que les psychologues nomment un phénomène de désinhibition numérique, qui veut dire tout simplement que derrière leur écran, les personnes ont moins du recul que s'ils étaient face à face. Et cela s'explique complètement par la nature même du numérique. Le numérique est dématérialisé. On n'est plus en contact avec l'humain, on ne le regarde pas dans les yeux. Donc c'est plus facile de perdre son humanité. Le numérique, c'est la rapidité. Par conséquent, on peut commenter rapidement, comme ça, sans réfléchir. Et on peut faire ce jeu avec plein de caractères du numérique pour se rendre compte que la nature même du numérique crée chez l'individu cette étape psychologique-là. Donc il n'y a plus forcément de méchants, de gentils. Même vous, demain, une publication peut être drôle, vous commentez, vous riez, mais pour la personne concernée, c'est peut-être une sorte de pression.
encore pas, peut-être parce qu'on était en train de se moquer gentiment d'elle. Donc, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus forcément de gentils, de méchants. Le phénomène étant là, il n'y a pas de faute à jeter sur quiconque. Il faut effectivement pouvoir trouver les acteurs qu'il faut pour encadrer. Vous avez parlé des plateformes. Aujourd'hui, les plateformes ont des obligations, comme on l'a dit, de pouvoir enlever les contenus qui sont signalés. Au niveau de l'État également, il y a une question de régulation. Et l'effort est fait, notamment en matière de réglementation, parce qu'auparavant, sur ces types d'infractions, on était sur le Code pénal de 2015, mais vous constaterez qu'il y a eu une modification en 2022 pour pouvoir intégrer quelques infractions nouvelles. En 2018 également, il y avait eu la loi sur la cybersécurité et tout ce qui va avec, qui liste également des infractions sur le numérique. Donc c'est pour vous dire qu'on peut parler d'État, on peut parler des plateformes, on peut même parler des parents pour les enfants. Et donc la faute, elle est partagée, la responsabilité est partagée. Il faut que chaque acteur puisse prendre la mesure de sa responsabilité. Mais la question que l'on se pose, est-ce que ces lois, tout cet arsenal juridique dont vous avez forcément connaissance, vous êtes des juristes, et que probablement la population aussi est censée, parce qu'une est censée ignorer la loi, est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis victime du cyberharcèlement, je fais quoi? Est-ce que je saigne et j'ai la ferme assurance que je pourrais avoir gain de cause? Pour ce qui concerne l'applicabilité, les lois sont là, les lois sont applicables. Du moment où une loi entre en vigueur, du moment où on a caractérisé l'infraction, c'est sanctionnable. On dit souvent qu'il ne peut pas avoir de sanctions s'il n'y a pas de test. Donc les tests sont là, les lois sont là. Mais non, tout doit partir de la victime. La victime doit d'abord se rendre compte qu'elle est victime d'un cyberharcèlement, par exemple, d'une violence digitale. Et maintenant, prendre le courage. C'est pour ça que tu l'as si bien dit, qu'il faut un accompagnement derrière. Peut-être c'est cet accompagnement-là qui manque. Accompagner maintenant les victimes, de prendre le courage pour aller porter plainte. Parce que c'est elles qui ont vécu le préjudice, si je peux le dire ainsi. Donc c'est cette victime-là qui a un intérêt à agir. Donc si la victime ne déploie pas ou bien ne prend pas l'initiative, alors là on est toujours au point mort. Donc tout doit d'abord partir par une prise en charge de la victime pour que cette dernière puisse aller vers les autorités compétentes et faire les démarches qu'il faut, et également les preuves. Garder les preuves, si c'est par exemple en inbox, comme Ulrich l'a dit, faire des captures d'écran pour rassembler ces preuves-là et maintenant aller saisir les autorités compétentes. Si c'est sur TikTok, bon, il y a des téléchargements également qui peuvent être faits, autant pour moi. Donc je trouve que le processus en soi n'a pas de souci, mais il faudrait que tout commence par la victime, et ça part d'un accompagnement psychologique et également juridique, si je peux le dire ainsi. Maintenant, on vient même de dire que ces victimes-là qui préfèrent le silence, sous couvert de la honte, sous couvert du fait qu'on ne va pas les croire ou bien qu'on va les juger. Mais est-ce qu'au cours de votre militantisme, vous avez déjà eu l'opportunité? Moi, je sais quoi avec opportunité aujourd'hui? Vous avez déjà eu, je ne sais pas, excusez-moi, mais l'opportunité d'accompagner peut-être une victime de cyberharcèlement. Et est-ce que finalement cela aboutit? Non, je n'ai opportunité ou pas. Opportunité ou pas, vous avez compris. Je n'ai pas encore suivi personnellement au cours de mon parcours une victime de cyberharcèlement. Mais quand même, mes collègues, si je peux le dire ainsi, ont eu à suivre des personnes et ont eu gain de cause, parce que quand ces victimes-là portent plainte, on convoque maintenant l'autre sur le principe du contradictoire. On va convoquer l'autre pour écouter également ce qu'il a à dire. Et en fin de compte, eux, ils sont sanctionnés. C'est très important. Et lorsqu'on revient là-dessus, je pense que l'une des choses qui donne le courage aux personnes d'être non humains, si on veut le dire ici sur les réseaux sociaux, c'est ce principe d'anonymat, de faux compte, du fait qu'on se dit qu'on ne va jamais nous retrouver. Ça, alors, est-ce que si on utilise cet anonymat, etc. et tout, on pourrait aussi espérer avoir une justice si on est victime d'une personne qui nous harcèle tout en restant anonyme? La question est très pertinente. La question de l'anonymat, la question est très pertinente. Est-ce qu'il y a parlé de preuves à l'instant? C'est là que ça devient compliqué. Parce que contrairement à la capture qu'on peut faire rapidement, quelqu'un qui a un compte pro X, il a nommé ainsi et vous harcèle,
Comment est-ce que vous prouvez que c'est Kofi, c'est Ama qui est derrière? Voilà. C'est compliqué. Compliqué. Donc, la question de l'anonymat, effectivement, est compliquée. Mais par contre, il ne faut pas que ceux-là qui s'adonnent à ces violences pensent qu'ils ne sont pas attrapables, en guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des méthodes techniques qui permettent de connaître qui est derrière le compte. Ok. Que ce soit par rapport aux plateformes, parce que les plateformes ont vos données. Sur la question des données, on ne discute pas. Les plateformes ont vos données. Donc, je ne sais pas si ici, dans la technique, il est facile pour ceux-là qui pratiquent la chose, de par exemple, c'est sur telle plateforme, de demander à la plateforme de donner telle information. Je ne sais pas si c'est aussi facile. Mais là, c'est une des méthodes. D'ailleurs, ça se fait. Maintenant, une des méthodes également, c'est la question de l'adresse IP. À partir du moment où vous vous connectez, à partir d'une connexion, on peut tracer qui, en quelque sorte, émet ces signaux-là. Ça peut se faire. Il y a par exemple le CERT. Le CERT, c'est une structure qui a été mise en place par l'État qui, sur ces questions techniques, pouvoir retrouver les preuves qui sont compliquées. Vous pouvez aller au niveau du CERT. Ils ont un site surtout sur lequel vous pouvez donc expliquer la situation que vous traversez. Et s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. Ok. Donc, c'est possible quand même de retrouver les personnes qui C'est se possible. cachent derrière les comptes. Et sur le plan juridique, quel doit être le parcours d'une victime du cyberharcèlement? Qu'est-ce que l'on doit faire? Parfait. Pour la victime, premièrement, la question de la preuve, elle va revenir. Il faut pouvoir, dès le départ, peu importe la souffrance que vous vivez, avoir le réflexe de garder les preuves. Ok. Première étape. Une fois que vous avez les preuves, il faut se faire aider. Moi, je trouve compliqué qu'une victime, elle seule, suive ce processus. S'il faut en parler à ses parents, il faut en parler. S'il faut aller soi-même vers des associations, il faut aller vers ces associations. Ça, c'est une étape que j'ajoute moi-même. C'est très important. Une fois qu'on a l'accompagnement qu'il faut, là, on peut enclencher la machine judiciaire par une plainte. On dépose plainte, que ce soit l'association qui vous accompagne, que ce soit vos parents. Déposez plainte, vous avez les preuves et le reste va se suivre. Il vous faut un avocat pour vous faciliter la procédure, cela se fera. Donc, globalement, c'est ça, parce que la machine judiciaire n'est pas facile à mettre en œuvre tout seul. Donc, il faut se faire accompagner. Ça, c'est la question qui devait s'en suivre. Parce que le plus souvent, quelque chose qui s'est passé peut-être en janvier, c'est peut-être parti en décembre, avant que peut-être on décide peut-être de finir, je ne sais pas s'il faut peut-être aller au tribunal, s'il faut peut-être aller voir si. Pourquoi des fois ça doit prendre tout ce long processus en telle enseigne qu'arrivé au moment toi-même tu es épuisé. S'il faut chaque temps, il faut peut-être une fois dans la semaine aller au commissariat, aller revoir encore ton bourreau. C'est pas évident pour les victimes. Bon, pour l'activiste qui en sait quelque chose. Pas évident. Pourquoi ça doit être si long? Est-ce qu'il n'y a pas une manière, dès que je porte ma plainte, c'est bon, vous me laissez tranquille, vous gérez comme vous pouvez? La procédure exige qu'on suive toutes les étapes. Ça peut sembler périlleux, long, mais je crois que c'est un mal nécessaire. Même si ce n'est pas évident pour la victime de tout le temps venir croiser celui qui m'a incité sur les réseaux, toi, tu es comme ça. Mais le processus exige qu'on suive toutes les étapes et qu'on puisse aboutir à une solution qui convienne à tous. Donc, elle est obligée quand même. Oui. Il n'y a pas un moyen, peut-être que les associations mènent la bataille pour elle et qu'elle reste en offre. Elle doit tout le temps peut-être assister à toutes les réunions, toutes les convocations. Il y a également la question de la représentation. Elle peut quand même se faire représenter si elle est dans l'incapacité, une incapacité prouvée d'ailleurs, si elle est dans l'incapacité de suivre. L'incapacité ne peut pas être que physique, elle peut être également psychologique. Donc du moment où l'incapacité est prouvée qu'elle ne peut pas, que ça relève d'une torture pour elle, les accompagnateurs ou bien les associations qui l'aident notamment peuvent prendre le relais. Alors, qu'est-ce que le coupable, si on doit le dire ici, quelles sont les peines qui sont prévues? Est-ce que cela peut aller à de l'emprisonnement si j'insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux? Ok, effectivement, tout va dépendre de l'infraction. L'infraction qui va être caractérisée. Effectivement, vous avez parlé d'injure, il y a des infractions autour de l'injure. On a parlé du cyberharcèlement. Il y a également le cadre prévu pour le cyberharcèlement. Pour l'injure, je ne saurais vous dire, je n'ai pas eu le temps de revoir pour savoir exactement quelle peine d'emprisonnement, quelle amende. Mais pour le cyberharcèlement, par contre, il est prévu par le code togolais. Il était prévu d'abord la question du harcèlement sexuel. Par le code pénal. Par le code pénal, qui avait prévu 1 an à 3 ans d'emprisonnement, 1 à 3 millions d'amende. Une marge. Maintenant, avec la modification de 2022 dont on a parlé,
on a pris en compte la question du cyberharcèlement. Et là, les choses ont été augmentées. On se retrouve à 3 à 5 et 3 à 5 millions. Ok. Donc, c'est dire que quand même, il est pris mesure de la gravité de la situation, même dans la loi. Donc, effectivement, pour ceux qui s'adonnent à ce type de violence, rassurez-vous que il est prévu des répressions très Ok. lourdes. Donc ça veut dire que les injures ne rentrent pas dans le cyberharcèlement. Oui, en fait, c'est délicat puisque les infractions sont listées. La question d'injure publique, par exemple, c'est une infraction à part entière. La question d'harcèlement sexuel, c'était également une infraction à part entière. Maintenant, avec le cyberharcèlement, dans une certaine mesure, on peut considérer que tout ceci rentre dedans. Mais c'est une question de caractérisation par rapport à ce que vous avez vécu. Mais des fois, on peut même caractériser l'injure à part et le cyberharcèlement à part. Oui. Donc, on prend ça et ça dire qu'on met juste peut-être dedans les personnes qui partagent les nudes, des photos à caractère sexuel. Est-ce que c'est ça ou bien le fait que la personne te fait des avances à répétition? Bon, qu'est-ce qui va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement? C'est très important qu'on puisse le savoir, quoi. C'est quand même beaucoup. Oui. On a parlé de cyberharcèlement sexuel. Ok, d'accord. Donc, c'est le cyberharcèlement sexuel. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que la population est au courant de ça? Que le fait que les vidéos qu'on partage, qu'on repartage, etc. et tout, peut peut-être vous amener à faire 5 ans de mais prison. dans le cas, tu viens de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, en principe, je leur donne une présomption. Ils sont censés savoir. Ils savent. Ils savent. Parce que du moment où quelqu'un prend une convocation, vous êtes là, râlez, non, pourquoi? Ils savent que il y a un mécanisme qui peut être enclenché lorsque je parle mal ou lorsque je diffame mon prochain. Donc, ils savent. Ils savent très bien. Totalement, ils savent. On a ça à dire qu'ils n'ont pas peur d'aller en prison, mais ils n'ont juste pas confiance en cette machine judiciaire. Ils n'ont pas confiance et ils n'ont pas vu. Peut-être qu'il faudrait trouver des cobayes là qui vont servir d'exemple. Ah ouais. Parce que, comme je l'ai dit, une personne l'a fait, la victime n'a pas pu enclencher le mécanisme, 2 personnes, 3 personnes. Bon, c'est resté comme ça. Donc, puisque rien n'est fait, alors on laisse. Moi, je trouve qu'il serait pertinent de trouver ou bien d'installer des lanceurs d'alerte sur les réseaux. Des personnes qui scrollent, quand on voit une personne qui diffame l'autre, qui insulte l'autre, en même temps, on puisse faire les procédures qu'il faut pour l'interpeller. Parce que je crois que, ou du moins j'estime que le mécanisme judiciaire ne doit pas être enclenché du seul fait de la victime dans ce cas-là. Il doit également avoir d'autres personnes qui peuvent lancer l'alerte pour dire que il y a telle personne qui diffame les gens sur les réseaux, il y a telle personne qui fait du cyberharcèlement, pour que les mesures puissent être prises très rapidement. Donc, comme ça, si on le fait comme ça, parce que je sais qu'il y a un lanceur d'alerte qui peut être n'importe où sur les réseaux, je vais faire attention à ce que je vais poster. Parce qu'à tout moment, il peut passer par là, voir, et maintenant remonter pour qu'on puisse choper. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des informations également que nous prenons le soin de transmettre aux élèves, aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens? Parce qu'on a des personnes également qui utilisent naïvement ces smartphones. Est-ce que c'est inclus dans, je ne sais pas comment on l'appelle, l'éducation civique et morale, je pense, à moins que peut-être l'appellation a changé. Est-ce que ce sont des cours quand même qu'on prend le soin de transmettre aux plus jeunes, aux universitaires, ou cela est réservé uniquement aux personnes qui s'intéressent à la branche juridique? À ma connaissance, dans le curricula actuel, il n'y a pas de matière spécifique sur la question, mais ce serait intéressant de la voir. Ce serait véritablement intéressant de la voir. La question du numérique, Internet, réseaux sociaux, c'est devenu le quotidien. Auparavant, vous l'avez dit, on étudiait ECM, où on nous montrait de tout ce qu'il peut avoir comme comportement, de bons comportements à avoir. Il serait intéressant que ne serait-ce qu'une matière comme ça, ou un chapitre comme ça par an, puisse être intégré et qui permette effectivement aux professeurs, par exemple, de discuter avec ses élèves des bons comportements en termes de responsabilité, pour soi-même ne pas être le méchant de l'histoire, en termes de comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est victime, en termes de comment est-ce qu'on protège ses données. Est-ce qu'il faut juste publier parce que j'ai envie de publier? Et si on arrivait à discuter très tôt de ces questions avec les élèves, les collégiens, les lycéens, on serait quand même un peu plus à l'abri de certaines dérives. Donc, je pense comme vous, ce serait intéressant de la voir. Alors, est-ce que vous le faites au cours de vos différentes sensibilisations? C'est vrai quand même qu'on parle des questions de droits des femmes, etc. Mais c'est aussi important qu'elles puissent aussi elles peuvent être victimes de violences en ligne. Est-ce que vous essayez quand même d'éduquer, on va le dire ainsi? Totalement. Dans nos sensibilisations, on revient assez souvent sur le droit numérique pour sensibiliser sur comment
utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va dire que ça s'est tellement vite développé qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre comment les utiliser. Donc, comment utiliser les réseaux sociaux? Comment je sais que je suis victime d'harcèlement? Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, le droit du Niromi, ça revient assez souvent dans nos thématiques de sensibilisation pour que on ne puisse laisser personne pour compte. Tout le monde doit être inclus. Ça ne va pas qu'à l'encontre des femmes, mais également à l'encontre des jeunes hommes. Parce que c'est cet ensemble qui forme une société. C'est très important et c'est fait, alors c'est très bien. Alors, l'autre question également, ce sont, entre guillemets, les modèles sur les réseaux sociaux. On veut parler bien évidemment des influenceurs, des créateurs de contenu. Et quelle est votre lecture de la situation actuelle? Est-ce que ces derniers contribuent à réduire ou à augmenter cette violence digitale-là? D'accord. Moi, je préfère le terme créateur de contenu. Influenceur, bon, chacun sa conception de la chose. Chacun est influencé à ça. Créateurs de contenu. Sur leur question particulièrement, moi, je vais faire la nuance. Les créateurs de contenu également peuvent être victimes. D'accord. Donc, on ne va pas faire juste l'analyse du côté est-ce qu'ils influencent positivement. Une fois que ceci est dit, on peut aller donc sur l'analyse voulue. Est-ce qu'ils, en quelque sorte, contribue à ce que le mal soit ou est-ce qu'il permet à ce que ça regresse? Eh bien, ça peut aller dans tous les sens. Ce sont des gens qui, c'est un nouveau, pas métier, mais c'est un nouveau phénomène de personnes qui drainent une forte communauté. Exactement. De ces personnes-là, les comportements qu'elles ont en ligne peuvent influencer des gens de leur communauté, notamment les plus jeunes. Et à partir de ce moment, il y a une responsabilité qu'on doit également leur relever. Une responsabilité de pouvoir être quand même en mesure de savoir qu'ils ont de ces gens qui peuvent les suivre. Ça, c'est pour le premier élément de la chose. Ensuite, ils peuvent, j'oublie un peu le point que j'allais développer, j'allais développer un second point que j'oublie, mais globalement, il faut dire que ces personnes peuvent contribuer, mais peuvent également être justement ceux-là qui vont permettre à ce que cela ne se fasse pas. Par exemple, il y a un phénomène qui, lorsque par exemple on publie une bagarre, et il y a un influenceur ou un créateur de contenu qui prend cette vidéo et qui veut refaire une autre vidéo sur la question. Vous verrez que, bon, là, ça amplifie plutôt le mal. À mon sens, ce n'est pas quelque chose qui va être recommandé. Oui, il faut avoir donc les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques qui seraient d'éviter vraiment cette tendance-là. Et pourquoi pas soi-même sensibiliser à partir du moment où on a une communauté. Donc, effectivement, autour des créateurs de contenu, il y a véritablement une hygiène qu'on peut avoir. Ah oui, c'est très, très important. Et ça m'amène même à demander à ceux qui nous suivent, qui est ton modèle sur les réseaux sociaux? Parce qu'on le veut ou non, on a un modèle sur les réseaux sociaux. Une personne qui publie de contenu constructif, je crois que ce sont ces personnes-là qui doivent avoir plus d'abonnés, plus de likes. Et il y a également ces personnes qui véhiculent que des injures à longueur de journée, que des propos vraiment qui vont dans tous les sens. Et malheureusement, ce sont ces personnes-là qui accumulent beaucoup de personnes. Et donc, je dis, ces personnes-là, si par exemple, un créateur de contenu qui est connu pour ses contenus vraiment insultants, fait une reconversion et se met à sensibiliser sa communauté, wow. On pourrait vraiment... des fruits. Ouais, totalement. Beaucoup de fruits, même si je peux le dire ainsi. Donc, oui, les influenceurs, créateurs de contenu, jeux de mots, bon, ils peuvent contribuer à réduire ou à augmenter. Ou à augmenter également. Alors, comment aujourd'hui arriver à assainir ce milieu numérique-là? Parce que peut-être avec les élèves, on se dit qu'il y a l'école, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas dans des cadres ou des groupes organisés où des associations peuvent aller pour faire des sensibilisations. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour promouvoir cette hygiène sur le numérique? La responsabilité va incomber à tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous. Le mal, bien le risque, il est là. On peut, par exemple, l'utilisateur lui-même, l'interpeller justement par rapport à l'hygiène dont il est question. On en a parlé, tout ce qui est sensibilisation, les bonnes pratiques. On peut interpeller les parents. Les parents d'enfants, cette question, elle me tient fortement à cœur, l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Les parents contrôlent. C'est vrai, il y a un seuil d'âge. Aujourd'hui, on est en train de penser à un seuil d'âge où l'enfant peut utiliser aisément les réseaux. Mais le parent doit avoir un regard quand même sur l'enfant lorsqu'il lui met un téléphone entre les mains. On a parlé de la réglementation. La réglementation également n'est pas encore parfaite. Sur certaines questions, elle n'est pas parfaite. Donc,
également au niveau de ces acteurs-là, il peut y avoir un effort qui sera fait. Et au niveau des plateformes, là, ça c'est compliqué. Dans notre contexte, c'est compliqué très souvent. Mais je pense que l'effort est enclenché. On ne peut que soutenir. Hein. Tout un chacun de nous doit pouvoir promouvoir, sensibiliser autour justement de la question. Très, très important. Est-ce que vous avez d'autres mécanismes au niveau de vos associations pour pouvoir toucher des personnes qui ne sont peut-être pas à l'école, qui ne sont pas dans les groupes organisés? Oui, il y a des tournées, par exemple, dans les marchés pour toucher nos mamans, pour leur parler de comment, elles aussi, elles doivent savoir comment utiliser. Et si elles le savent, arriver à la maison, elle va dire à son enfant, ah viens, aujourd'hui, au marché, on m'a appris, voilà ce qu'il y en est. Non seulement au marché, mais également dans les espaces communautaires et tout. Rassembler du monde, pas forcément des personnes qui vont à l'école, mais toute catégorie de personnes pour pouvoir toucher ces personnes-là. Parce que si on limite que le TIC numérique qu'à l'école, c'est comme exclure d'autres personnes. Donc, rassembler tout type de personnes confondues pour leur parler. Et je crois que la meilleure sensibilisation, c'est du bouche à l'oreille. Si la bonne information passe d'une oreille à l'autre, ainsi de suite, on peut toucher un grand monde. C'est très important. Alors, si peut-être on retient que la meilleure sensibilisation reste du bouche à l'oreille, quelle est votre analyse par rapport à la question des campagnes digitales? À plus forte raison que vous venez même de le dire, que les créateurs de contenu, les activistes, ceux qui sont censés venir écrire sur les réseaux sociaux, peuvent aussi être victimes. Alors, qui finalement va venir aussi faire ces campagnes digitales-là pour pouvoir peut-être partager ces tests de loi pour dire que voilà, si tu fais ci. Là, on est au moins sûr que lorsque je vais me connecter, je vais peut-être lire une phrase, lire un post sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Alors, est-ce que vous pensez quand même que ça peut rester une méthode efficace? Vous touchez les réalités du doigt, là. La question de la sensibilisation, de la campagne en soi, c'est vrai, c'est pas juste une question de faire une affiche, dire que c'est dangereux et puis on voit. Hein. Souvent, ça passe en silence, très rapidement en silence. Mais sur la question des créateurs de contenu dont on parle, là, par contre, c'est aussi du bouche-à-oreille, hein, le fait de faire une vidéo et que les gens écoutent la personne qui, entre guillemets, bon, les inspire. Ou ces personnes-là, qu'elles suivent. On dirait que Ulrich a un problème avec les influenceurs. Pas forcément. Il y a de très bons influenceurs, d'accord, il y a de très mauvais aussi. Exactement. Donc, effectivement, c'est également du bouche à oreille, à mon sens. Hein. Le fait d'écouter, de suivre une personne que vous suivez, vous dire qu'il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. C'est également du bouche à oreille. Mais la question de la sensibilisation en ligne, effectivement, elle peut partir rapidement sous silence, mais lorsqu'elle est faite de la bonne manière, elle peut toucher. Et par rapport à la sensibilisation sur le cadre légal, hein, c'est une question dont il faut parler. Les gens ne sont pas véritablement au courant de comment les choses se passent. C'est la responsabilité également des juristes. Hein. C'est vous qui maîtrisez le code pénal. Je ne vais pas peut-être venir parler du code pénal. Je n'en connais absolument rien du tout. À part peut-être des lois qui m'intéressent et qui me concernent dans l'exercice de ma fonction également. Mais je pense qu'il est très important également de penser au niveau de vos organisations juridiques, de voir aussi comment vous pouvez aider la population. Parce que je suis sûre aussi qu'il y a des personnes qui le font sans savoir que déjà c'est quelque chose de mauvais et que peut-être ils peuvent aller en prison parce qu'il y a ci, parce que ça. Et l'autre chose également est comment aujourd'hui on peut arriver à mieux gérer les conflits sans passer par des humiliations publiques, par des intimidations, par des menaces qui aujourd'hui sont accélérées par l'utilisation du numérique. Il faut d'abord partir par, je ne sais pas si je vais l'appeler formation, sur la communication saine, sur la communication sans violence. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sans être violent. Donc, partir par une formation peut-être sur la communication saine. Dire que la dignité de l'autre ne doit pas être le prix à payer lors d'un conflit, par exemple. Et également, que tout le monde apprenne à développer son intelligence émotionnelle. On ne naît pas avec, on le développe. Tout le monde doit apprendre à développer son intelligence émotionnelle. Si émotionnellement parlant, tu sais que, si je dis tel truc à l'autre, ça peut créer cet impact, alors je me retiens. Mais si tout le monde arrive à penser comme ça serait bien. Donc, communication saine, sans violence, l'intelligence émotionnelle également. Et je crois que ça, peut-être, moi, c'est une proposition, hein, faire des tournées dans tout le Togo. Parce que, comme je l'ai dit, personne ne doit être exclu
pas cette question du numérique parce que ça touche tout le monde. Qu'on le veuille ou non, d'une minute à l'autre, tout le monde peut se connecter. Donc d'être tourné dans tout le pays. C'est très important. Tout le pays, tout le monde, tous les acteurs doivent être informés sur... et également, il ne faut pas confondre liberté d'expression avec propos humiliants, propos diffamatoires. C'est très important. C'est très important. Alors, je pense que vous venez de dire même une phrase très importante. La dignité de l'autre ne doit pas être le prix à payer lors d'un conflit. Je pense que c'est un message clé que la plupart des personnes doivent retenir au fur et à mesure que nous utilisons ce smartphone. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je sais la technique. On a dépassé le temps. Arrêtez de me harceler. Je prends la main porter plainte contre vous. Vu que j'ai les messages, vous faites des captures d'écran. Exactement. Alors, Ulrich, très rapidement, quel pourrait être ton mot de fin? D'accord. Mon mot de fin, c'est tout simplement inciter tout un chacun à justement l'hygiène dont on a parlé en ligne, savoir effectivement qu'il ne faut pas porter atteinte à la dignité de l'autre et il faut également se protéger. Se protéger en sachant ne pas publier n'importe quoi. Et à partir de ce moment, on sera effectivement libre de ne pas subir ces violences-là. Ah oui, c'est très important. Alors, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est soyez bienveillants. Soyez bienveillants envers les autres et ne soyons pas des complices silencieux. Lorsqu'on voit une personne être victime d'harcèlement, il est quand même important de pouvoir apporter assistance à cette personne et également faire ce qu'il faut pour protéger la victime. Et pour les victimes, vous n'êtes pas le problème. Ce n'est pas vous le problème. C'est les personnes qui vous diffament qui sont le problème. Ah ouais, c'est très clair. Merci beaucoup Wesley, merci beaucoup Ulrich. Ce fut vraiment très intéressant de partager ce plateau avec vous. Et à vous, mes très chers téléspectateurs, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous et sachez que peu importe ce que vous traversez, il y a des bonnes oreilles, il y a des personnes qui sont disponibles pour vous écouter et pour vous aider à obtenir justice. Et aussi, soyons bienveillants derrière nos smartphones. Parce qu'on peut vous retrouver et vous risquez d'aller en prison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et restez branchés sur les programmes de votre chaîne santé, la chaîne SOS Docteur TV.